c'est lui qui poussait ma chaise roulante, tu vois. Il me sortait aussi, même en Finlande, dans une chaise roulante, il me faisait faire ma balade, tu vois. Enfin, c'est quand je vomissais la chimio, c'est lui qui tenait le haricot, tu vois. Et là, je me disais, waouh, il m'aime vraiment. C'est pas un mariage ou une belle bague, ou pour moi, c'était ça, sa plus belle période d'amour, c'est quand je vomissais sur lui. Mais vraiment. Et que quand l'infirmière s'y prenait à 7 fois pour me mettre une aiguille, parce que j'avais plus de veine, je le voyais qu'il était en train de défaillir pour moi, et ben ouais, ça me donnait du courage. Et ce jour-là, je me suis dit, je savais que c'était l'homme de ma vie. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérie Tribe, journaliste mode, créatrice du mythique Chiffon podcast, autrice de podcast mode et du livre La Base, sorti au Cherche Midi en 2019. J'étais très honorée, Valérie, que tu m'interviewes dans Chiffon et je le suis encore plus aujourd'hui que tu m'accordes le récit de ta rencontre avec ton amoureux. Valérie, comment est-ce que tu vas ce matin ? Ben, je vais très bien, il y a un peu de soleil. Tu sais, moi, mon moral dépend de la météo. Ouais. J'ai loupé ma carrière de dame météo. Voilà, donc il fait beau. Il fait pas trop moche. Et on est bien sur le canapé. On est bien installé confortablement chez toi, dans ton appart parisien avec tous tes bibelots et tous tes livres. J'adore cet endroit, on s'y sent très très bien. Tes chats zonent quelque part, ton chien fait les 400 coups, tout va bien. Alors aujourd'hui, Valérie, tu vas me raconter ton histoire d'amour avec Guénolé, que tu connais depuis 20 ans. 20 ans. Avant de se lancer dans ce récit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en 5 hashtags ? Alors, hashtag, c'est pas facile comme exercice. Hashtag généreuse. Alors, je crois que c'est un des seuls compliments que ma mère fasse sur moi, donc c'est pour ça que je le retiens. Hashtag passion shoes. Oui, je suis la Carrie Bradshaw de la shoes. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Carrie Bradshaw, c'est l'héroïne de Sex and the City. Qui ne connaît pas Carrie Bradshaw ? Exactement. Hashtag impatiente, mais très très impatiente. Hashtag volontaire. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et hashtag jamais sans mon chien. Marcel. Exact. Valérie, si on remonte au moment où tu vas faire la rencontre de Guénolé, on remonte à quelle année ? Quelle période tu traverses à ce moment-là dans ta vie ? Tu as quel âge ? Et que se passe-t-il à ce moment-là dans ta vie ? C'était il y a 20 ans, tout juste. J'étais dans une période très bad dans ma vie. On a eu des hauts et des bas. On dit que 30 ans, c'est toujours un âge formidable. Pour moi, ça a été vraiment une sale période, pour moult raisons, et je n'ai pas du tout envie d'en parler. Je trouve que ça relève du domaine de l'intime. J'ai élevé seule ma fille à ce moment-là. J'étais journaliste pigiste, un peu dans la galère, parce que c'était le début des blogs. Et donc, les freelances ont commencé à galérer. Donc toi, tu es maman solo, avec ta fille, tu es à Paris ? Là, oui, j'étais à Paris, mais à ce moment-là, au moment de la rencontre, j'étais en Bretagne. Quelles sont les circonstances de cette rencontre ? Je te laisse me raconter. Oui, parce que tu ne la connais pas. Non, je ne la connais pas, je vais la découvrir. Tu as bien teasé en m'en disant vraiment le strict minimum, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, je ne sais pas l'histoire que tu vas me raconter, je vais la découvrir comme les auditeurs. Alors, c'était un jour de pluie, mais vraiment la grosse pluie. Donc, j'étais de passage en Bretagne. Je vais voir une copine qui me prête son vélo parce qu'elle partait au sport d'hiver et je sais pas pourquoi, j'avais envie de tester. Je sais pas, j'avais pas de vélo, donc elle me dit bah écoute, prends mon vélo. Et puis, j'oublierai jamais ça. En partant, elle me dit regarde ce bouquet de fleurs que j'ai. Comme on part, je te l'offre aussi. Donc, elle le met dans le panier de vélo. Donc, je suis habillée n'importe comment, c'est-à-dire jean déchiré, veste militaire. Je n'oublierai jamais ça, veste militaire. À l'époque, j'avais les cheveux très, très longs, donc le bun, mais alors pas bun. T'imagines la chose. Bon, pas maquillée. De toute façon, je me maquille jamais, mais là, avec une vraie sale tronche, parce que j'allais pas bien, en fait, à cette époque. Et je pars sur le vélo. Et là, il se met à pleuvoir. Mais à pleuvoir... pas le crachin breton, c'est la grosse pluie d'orage. Donc là,
C'est le genre de jour où tu te dis, putain, fais chier, pourquoi je suis pas restée dans mon lit? Mais il fallait que j'aille à la pharmacie parce que récupérer des médicaments pour ma fille qui faisait des otites régulières, enfin des otites séreuses. Et je me suis dit, bon, mais c'était de l'homéopathie. Et je me dis, oh, bon, bah, j'allais dans une pharmacie habituelle. Et puis, sur mon chemin, là, tu le crois pas, je crève. Donc, c'est vraiment. T'avais combien genre, c'était long pour y aller? Moi, c'était 10 minutes. Ok. Mais en 10 minutes, j'ai crevé. Tu crèves. Donc, la pluie qui se dit, je crève. Et là, je passe devant cette grande pharmacie-là et je me dis, oh, bah, tant pis, je vais aller là. Mais j'aime pas le type qui est. C'était tenu par un vieux. Enfin, je sais pas, je la trouvais pas bien. Mais je me suis dit, pour de l'homéopathie, de toute façon, il en faut. Sinon, je vais être considérée comme une mauvaise mère. Donc, je rentre. Et là, bah, je vois que déjà, ça a changé. Et je vois un jeune qui sort. Il faut savoir que Guénolé a 6 ans de moins que moi. Donc, à l'époque, il avait... à peine 25 ans. 25 ans. C'était sa première pharmacie. Il venait d'arriver. Et je sais pas ce qu'il me prend. Je lui dis, mais vous avez quel âge pour être pharmacien? Comme ça, Comme ça. Et il était, alors, jean troué, chemise de surfeur absolument immonde, billabong, le truc, parce qu'il faisait du kite, du kitesurf, par-dessus son jean. Donc, il me répond, il me dit, non, mais je viens d'acheter la pharmacie, je viens d'arriver, mais j'aime pas cette ville, j'aime pas la Bretagne. Le pharmacien surfeur, qui ressemble pas du tout au stéréotype du pharmacien habituel, pas du tout. Jeune, et qui te dit, de toute façon, j'aime pas la Bretagne, je sais pas ce que je fais là. Exactement. Et puis, on commence à... Alors, il pleut. D'accord. Et il m'amuse. Et puis, alors, lui, il commence à me demander ce que je fais dans la vie. Je lui dis que je suis journaliste. Je commence à lui raconter ma life. Et puis, je lui dis que moi, je suis de passage, mais que de toute façon, je déteste aussi cette ville précise. Mais que mes parents sont pas loin et que j'ai besoin de me reposer. Donc, bon, j'ai besoin d'aller chez mes parents, etc. Et là, il me dit, bah, le problème, c'est que j'ai pas vos médicaments. Je dis, ah bon, bah, c'est pas grave. Il me dit, par contre, je peux les commander, mais il faut que je prenne votre numéro de téléphone. Sachant que, alors, je n'ai pas donné ces hashtags. Je sais pas si on te donne les hashtags. On le donnera après. Mais lui, il a un hashtag qui lui colle à la peau, c'est hashtag timide. Et j'ai appris après qu'il avait fait un effort surhumain. Parce qu'il a eu un coup de foudre. Ah. Voilà, ça a été un coup de foudre, en fait, finalement réciproque. Et c'est sa préparatrice en pharmacie qui était derrière, qui a assisté à la scène. Et quand elle m'a vu rentrer, elle m'a dit, il y a un crush. Elle s'est dit, il y a un crush. Parce que Guénolé, elle, a toujours dit, je veux une femme grande et mince et parisienne. Ok, c'était tout toi. Voilà. Donc, il a vu entrer une apparition, en fait. Exactement, ça a été comme une apparition. Donc voilà. Donc, il te demande ton numéro de téléphone. Il me demande mon numéro de téléphone. Avec un bon prétexte, quand même. Oui, et puis on reste discuter. Et puis finalement, là, c'est peut-être, je sais plus. Je lui ai dit, bah, on pourrait peut-être unir nos solitudes, on pourrait boire un verre, unir nos solitudes ensemble. Il dit, bah, ça tombe bien, j'ai votre numéro, bah, je vous appelle. Déjà, je vous appelle quand les médicaments sont arrivés de l'homéopathie. Tu penses qu'il les avait? Mais bien sûr qu'il les avait, je les suis après. C'était pour avoir mon numéro. Ah ouais. Donc, le lendemain, il m'appelle pour me dire que l'homéopathie, il a dû se culpabiliser parce que c'était pour un enfant. Il s'est dit, oh là là, je reviens. Et puis là, on rediscute de nouveau. Et je dis, OK, pour boire un verre, pas de problème. Il me dit, bon, bah, je vous appelle. Toi, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que toi, t'as vraiment un crush. Il m'a amusé. Ouais, j'avais un crush, vraiment. Mais t'avais envie d'essayer un truc. En même temps, je me disais, attends, il a 6 ans de moins que moi. J'ai une fille, j'étais très attirée, mais je me dis, c'était pas une bonne période. J'étais pas dans des bonnes vibes. Mais tu vas quand même par curiosité. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que la première fois qu'il me téléphone, il m'appelle à 21h30. Donc, je lui explique que quand on est une maman solo, 21h30, l'enfant est déjà couché. Et donc, je lui dis, bah, il faut réessayer demain. C'est pas grave. Et il appelle à 20h30. Je lui réexplique qu'une maman solo, à 20h30, 20h30, c'est pas possible. Et le lendemain, il m'appelle à 18h. Ok. Et là, je lui dis, parfait. Donc, je suis allée chez mes parents. On ne s'est plus jamais quitté. Voilà, mais plus jamais quitté. Vous avez pris un verre? Il est venu à la maison. On a pris un verre, on a dîné. Il ne s'est rien passé, sachez-le, je tiens à le dire. Jamais le premier soir. Il m'a dit un truc. Il m'a dit, je veux que je t'en souvienne toute ta vie de cette soirée. Ah ouais. On a toute la vie pour se découvrir. Waouh. Voilà. Mais ça veut dire qu'il se projetait déjà vachement. Ouais. Parce et que toi lui, aussi bah, quand il m'a dit ça, je me suis dit, alors lui, il n'est pas comme les autres.
Parce que j'avais quand même un passif avec les mecs assez lourdingue. Pour moi, les mecs, c'était tous #enfoirés. Infidèles, lâches. Voilà, c'était la vision que j'avais des hommes à l'époque. Donc voilà, là, je tombe complètement sous le charme. On se revoit le lendemain, puis on se quitte plus. C'est-à-dire qu'il vient, très vite, il est venu habiter chez moi. À Paris ? Non, en Bretagne. En Bretagne. J'étais provisoirement en Bretagne. Okay. Il est venu habiter chez moi. Et puis, après, on va la faire très courte. C'est-à-dire que tout de suite, il est entré dans ma vie. Je lui ai présenté Charlotte. Tout de suite, ça a accroché. Ils ont matché tous les deux. Il a su s'adapter. Elle l'a accepté aussi tout de suite. Il a un côté très enfantin. C'est le fait aussi... il va te dire qu'il déteste les enfants, mais il aime aussi profondément les enfants. Et là, je t'assure, trauma pour moi, parce que je suis fille unique. Lui, il arrive dans une famille. J'arrive dans une famille où il y a 3 enfants qui ont tous 2 ans d'écart, qui ont fait toutes leurs études ensemble. Donc, ils ont vécu ensemble à Rennes pendant longtemps. Donc, ils se parlent quand ils se parlent en secret. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ils ont un langage à eux. Moi, j'arrive dans cette famille où tu as 2 garçons, une fille. Quand ils se parlent, tu sais qu'ils parlent de moi, mais je suis très mal à l'aise. Parents. Et quand je suis rentrée, sa mère a éclaté de rire et a dit à Amélie, sa sœur, ah ben je comprends pourquoi Guénolé est amoureux. Et ça voulait dire quoi, tu crois ? Parce que j'étais grande et mince. Grande, mince et parisienne. Voilà. Et que tu avais un style très parisien déjà ? Oui. Ok. Et ton intégration dans cette famille, elle se passe malgré ça ? Ça se passe très bien. Ils acceptent ma fille tout de suite. Après, c'était plus compliqué. Après, bon. Comme dans toutes les belles femmes. C'est la vie. C'est la vie. Okay. Malheureusement, sa maman est tombée à une maladie dégénérative très rapidement. Enfin, bon, elle n'est plus là aujourd'hui, donc, mais ce sont les aléas de la famille. Après, que dire ? Ça a été tout de suite. Il a vendu sa pharmacie, il a voulu venir à Paris. C'était une anecdote qui est assez rigolote. Sa comptable n'arrêtait pas de lui dire, de son autre pharmacie, non mais il faut vous marier. Guénolé, il faut vous marier avec Valérie. Elle a une fille, là vous payez beaucoup trop d'impôts, vous êtes célibataire. Elle a une fille, ça vous ferait une déduction fiscale. Donc il me demande en mariage un jour. Et je regarde, je lui dis, non mais ça va pas ou quoi ? Je vais pas me marier pour les impôts. Moi je veux un vrai mariage d'amour. Attends, c'était quand ça ? C'était longtemps après ? 1 mois après. Ah, ok. Au bout d'1 mois de relation. Ouais. Okay. Ah oui, mais c'était évident, si tu veux. C'est comme si j'avais rencontré mon âme sœur. Guénolé. Qu'est-ce qui était évident comme ça ? Je sais pas. Si tu dois le décrire. Je peux pas t'expliquer. C'est Guénolé, je le regarde, mais dès le départ, je sais s'il va pas bien. Je sais s'il a un souci. Je sais s'il me cache quelque chose. Parce qu'il me protège beaucoup. Maintenant, mais ça, on en reparlera après. Mais c'est quelqu'un qui... tout de suite, on s'est compris. Tout de suite. Dès la première fois que vous voyez, dès le premier regard. En fait. Aussi, il s'est intéressé à moi. On vit dans un monde diamétralement opposé. Moi, j'ai fait mes études à l'université à Assas, des études de droit, puis des études de journaliste. Je bosse dans la mode. J'ai bossé dans la mode, tu vois. Toutes mes amies sont à Paris. Lui, il a vécu dans la campagne en Bretagne. Il a fait ses études à Rennes, d'ingénieur puis de pharmacien. Son père est médecin, sa sœur est vétérinaire. Enfin, tu vois, c'est pas du tout mon milieu, c'est pas du tout... Mais voilà, et puis lui, son rêve, c'était de venir à Paris, de toute façon. D'accord. Ça a passé tellement vite. On s'est aperçu, c'est l'année dernière, je dis, Guénolé, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. 20 ans. Et c'est moi qui lui ai dit, là, ce serait peut-être bien qu'on se marie quand même. Ah, parce que du coup, t'as pas accepté sa demande en mariage. Non, j'ai pas voulu. Je lui ai dit, on se marie pas pour les impôts. Quand je te dis que je suis têtue, je suis têtue. Et il a pas essayé de te redemander après ? Non. Alors après, bon, si, mais ça a été compliqué parce que sa maman, je te dis, a une maladie dégénérative vraiment très lourde. C'était une période assez triste pour lui. Enfin, c'était pas le moment. Donc on reportait tout le temps à plus tard. Et puis là, je lui ai dit l'année dernière, je lui ai dit, bon, écoute, ce serait peut-être temps qu'on se marie parce que là, c'est moi qui ai les pieds à terre. Je me dis que si jamais il lui arrive quelque chose, finalement, on n'est pas mariés. Vous êtes pacsés ? On n'est pas pacsés non plus. Il y a 5 ans, le 5 juin 2019, lors d'un reportage en Finlande, les gens qui me connaissent le savent, je suis tombée raide dans la rue. On m'a découvert une leucémie à un stade très, très avancé. Donc, j'ai été hospitalisée en Finlande. Guénolé est venu, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, a passé 1 mois avec moi dans la chambre. Tout le monde était épaté, les infirmières étaient amoureuses de lui. Bref, c'est ma copine avocat qui m'a dit, tu te rends compte que si tu étais morte, il n'avait aucun droit sur ton corps. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que ce soit ma fille qui était majeure ou mes parents qui viennent récupérer mon corps. Et là, ça m'a marquée.
C'est intéressant ce que tu dis parce que même quand l'institution du mariage n'a pas une importance particulière dans un couple, il y a cette question de doit-on se marier pour protéger l'autre. Exactement. Moi, je l'ai tu aussi vois, dans mon quand couple. j'avais 33 ans, je me disais, on va pas me marier pour les impôts. Mais finalement, c'était aussi, on aurait gagné plus d'argent. Mais enfin, pas moi, Guénolé. Mais c'est même pas ça. C'est que ça m'a marqué, ce truc. Ouais, effectivement. C'est que là, Guénolé meurt. Je n'ai même aucun droit sur sa pharmacie. C'est-à-dire que ça, je ne suis pas pharmacien de toute façon, donc je n'ai pas le droit de la récupérer. Mais si j'étais mariée, ce serait à moi de gérer, de la vendre, etc. Si jamais là, il décède, c'est son père et ses frères et sœurs qui... Voilà, c'est tout un truc. Puis même si moi je décède, c'est tout ça. C'est assez triste en même temps. Hein. Moi, je sais pas Mais si c'est c'est la triste. Moi, je trouve que c'est aussi ça l'amour, c'est de prévoir si effectivement, s'il y en a un qui disparaît, comment tu protèges l'autre au mieux, comment tu protèges les enfants et comment tu protèges l'autre, parce que tu peux te retrouver dans une situation très très compliquée, très très compliquée. Et de toute façon, les situations de décès et d'héritage et tout ça. Et on sait très bien que quand il y a de l'argent en jeu, généralement, bien sûr. Je le dis souvent, hein, que si jamais, je m'en cache pas, je dis avec Chiffon, qui malgré, tu le disais, c'est une référence en podcast de mode, je gagne pas ma vie avec, je gagne très peu ma vie en tant qu'avec tout ce que je fais, malgré tout ce que je fais. On gagne pas sa vie en écrivant un livre, je tiens à le dire, même s'ils ont de beaucoup d'exemplaires, mais je dis souvent en rigolant, je finirai sous les ponts, quoi. Mais aussi, j'ai aussi envie de me marier avec lui. C'est le côté inverse, parce que c'est comme mon jumeau karmique. Ah, c'est pas mal ça, jumeau karmique, on me l'avait jamais dit. Ça veut dire quoi, jumeau karmique? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, alors c'est pas un voyant, c'est quelqu'un que j'ai vu, c'est un médium. Alors, j'y croyais pas du tout à ce genre de truc, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et finalement, ce sont des copines qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Non, tu vas voir, tu vas être bluffée. Moi, parce qu'elles me racontaient leurs trucs, n'importe quoi. Et en fait, ce type, donc quand il vous reçoit, c'est juste, tu donnes ton prénom, ta date de naissance et c'est tout. Et là, il me dit, le problème, c'est que j'ai rien à dire sur vous. Je lui dis, merci, ça va, je peux en faire, au revoir. Non mais, j'étais pas du tout, je trouvais que c'était, je me dis, mais c'est du foutage de gueule, ce truc, il m'a googlisé avant. Parce qu'il me dit, je vois que vous travaillez dans la mode, enfin, il devinait beaucoup trop de choses pour moi. Et puis il me dit, non, vous avez une chance énorme. Vous avez rencontré votre jumeau karmique et c'est très rare. Ok. Et t'as expliqué ce que ça veut dire, un jumeau karmique ? C'est que c'est qu'on se connaît depuis très très longtemps. Dans d'autres vies, on était déjà ensemble. Ok. Donc on se suit d'une vie à l'autre. Ok. Tu crois à ça, toi ? Ah vraiment, oui. On a les mêmes passions, on a les mêmes... Et c'est cette rencontre qui te fait croire à cette spiritualité ? Ou à comment dire ? Non, mais moi je suis extrêmement croyante. Je me dis que tout ce qui nous arrive, c'est là-haut. C'est pour ça que je te disais que c'est comme les musulmans qui disent Mektoub, c'est ça. Moi, je suis catholique, donc je dis pas comme ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui décide là-haut, qui a décidé que mon vélo devait crever ce jour-là. Et que si je l'avais pas rencontré là, il devait acheter une pharmacie à l'Alpe d'Huez, je crois, ou je sais plus. Donc, tu l'aurais jamais rencontré. Ben si, en allant au ski. Donc, pour toi, c'est le destin. Oui, c'est le destin. Et quoi qu'il arrive, tu l'aurais rencontré. Si ce n'était en Bretagne, ça aurait été ailleurs. Ou autre. Il est passionné d'Italie comme moi. Enfin, dans un avion peut-être, mais je suis sûre. C'était sûr. C'est fou ça. J'ai jamais interviewé quelqu'un qui était aussi persuadé de ça. T'as l'air hyper sûre de toi. Je suis hyper sûre de moi, comme je suis hyper sûre de lui. Bon, ça se trouve, dans un an, tu vas me réinterviewer. Je vais demander à faire un update en disant, il m'a largué avec une préparatrice en pharmacie. Mais je n'y crois pas. Parce que ce que j'aime chez Guénolé, c'est les valeurs de son père. Son père, qui est veuf depuis 5 ans, ne veut absolument pas refaire sa vie. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas en entendre parler. Pour lui, sa femme, c'était l'amour de sa vie. Et Guénolé a été vraiment élevé dans cette culture de l'amour. Moi, pas du tout. Mon père a trompé ma mère toute sa vie. Enfin, j'ai eu une éducation très particulière, mais mes parents ne divorçaient pas à l'époque. Donc voilà. Donc j'étais un peu une petite fille élevée dans un semblant d'amour, de faux amour. Donc si tu veux, voilà aussi la vision que j'avais des hommes. Je pense que ça vient de mon père aussi, quelque part, les infidèles. Père que j'apprécie énormément. Mais voilà. Et donc Guénolé a eu cette éducation. Et dans cette famille, et on me l'a encore dit, son frère, malheureusement, s'est fait larguer par sa copine avec qui il était depuis 24 ans. Donc sa sœur m'a dit, dans cette famille, on ne se quitte pas.
on ne trompe pas son conjoint. Et c'est pour ça qu'il est quand même plutôt beau gosse. C'est vrai, hein, moi je le trouve beau gosse en tout cas, mais je sais qu'il se fait draguer. Je sais qu'il se fait draguer par des commerciales à la pharmacie, par des clientes aussi. Je n'ai pas peur. Ouais. Je suis dans la confiance. C'est-à-dire que je peux partir, et lui pareil, c'est-à-dire que je peux partir, je pars souvent toute seule en voyage de presse ou en voyage ou en reportage. Il n'est pas inquiet. Et puis c'est pareil, quand je suis à l'étranger, j'étais au reportage au Brésil dans la Pampa, il faut que je l'ai au téléphone. J'ai tout organisé pour pouvoir l'appeler toutes les 3 heures, avec le décalage horaire, mais pour lui raconter ce que je vois. C'est ça aussi, le jeu karmique. Incroyable. C'est qu'il faut que je lui raconte tout, et lui pareil. Par contre, lui, il me raconte pas tout, dans le sens où il veut me protéger. C'est-à-dire que en ce moment, notamment, il y a beaucoup de violence dans sa pharmacie parce qu'il y a beaucoup de pénurie de médicaments. Ok. Et il y a des gens un peu fêlés aussi. Des gens sont malheureux en ce moment. On traverse une période très particulière. Et il a eu quand même plusieurs individus qui ont fait des choses pas très correctes. Okay. Et il ne le dit pas. Ok. Donc je l'apprends par ses employés, qu'il y a un mec qui est rentré avec un couteau, des trucs comme ça. Okay. Parce que moi, je sais que si je perdais Guénolé, je le dis toujours, je prendrais mes animaux et je partirais vivre, je sais pas, en autosuffisance à la campagne, quoi. Est-ce que tu as l'impression que 20 ans, en fait, ça se passait hyper vite? Mais tellement. Mais en même temps, tu sais, Guénolé, il va te dire, non, mais on n'a pas eu le temps de se marier de toute façon. Voilà. On n'a pas eu le temps, ouais, c'est ça. Non, mais on n'a pas eu... Est-ce que vous n'êtes toujours pas mariés? Non, on n'est toujours pas mariés. Alors, on devait se marier le 8 décembre dernier. Ouais. Tout était organisé. Et puis, on a enchaîné une année de 2023 de merde. Ouais. 3 cambriolages, dont le dernier qui m'a bien traumatisée. Okay. Guénolé a eu un petit incident de santé qui nous a fait très, très peur. Okay. C'est là aussi que je me suis dit, la vie ne tient qu'à un fil. Et puis, tu sais, moi, au niveau boulot, c'était une cata. T'enchaînes merde sur merde. Ouais. J'apprends que ma mère a un début d'Alzheimer. Et je lui ai dit, écoute, on annule tout. Je peux pas. On peut pas se marier comme ça. Mais un mois avant, on avait juste le lieu, la date. On avait lancé les invitations informelles. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas la force. Et finalement, moi, je veux un mariage entre 2 témoins et basta. Au départ, on devait faire une fête. On voulait faire une fête de copains avec tous les gens qu'on aime. Pas spécialement la famille. Et puis finalement, là, maintenant, avec du recul, j'ai juste envie... Mon rêve, c'est de faire un mariage... À 4, en Grèce ou en Italie, dans une petite chapelle. Je peux passer un message à mon chéri. Chéri, si tu écoutes, oui. Je pense la même chose que Valérie. C'est fabuleux. J'ai même une copine qui est avocat en Italie qui m'a dit « Ok, je te règle tout par rapport à la France et tout. » Mais le problème, c'est qu'il peut pas faire ça à son père. Moi, je sais que maman n'est plus en état de venir à mon mariage. Ouais, t'es confrontée à la famille. Ouais. Tout ça. Et la famille, c'est une plaie. Après, je suis unique. Donc aussi, j'ai pas du tout le même rapport que Guénolé. Je ne comprends pas sa relation à son frère et à sa sœur. Moi, je comprends pas ça. Parce que je ne critique pas. Je n'ai jamais connu ça. J'ai beaucoup souffert d'être fille unique, d'ailleurs. Hein. J'en ai souffert. Tu disais tout à l'heure que Guénolé a un petit peu réparé en fait, ta vision des hommes. Ah oui, complètement. Qui était très abîmée, notamment avec l'image de complètement. Je les critique encore, les hommes. Hein. Surtout quand je vois des hommes de 60 ans avec des gamins qui ont 5 ans, qui ont refait leur vie. Je les supporte pas, ces mecs. C'est ça. Imagine que quand j'ai fêté mes 50 ans, il y avait 80% de femmes célibataires. Toutes mes copines sont si tu veux, toutes mes copines Putain, ça fait flipper. Qui ont eu des vies parfaitement normales, c'est-à-dire qu'elles sont fiancées, mariées, ont eu leurs enfants, alors que moi j'ai tout fait à l'envers, elles ont toutes divorcé. Et certaines dans des conditions pas terribles. Ouais. C'est pas beau. Ouais. Mes cousines aussi, enfin, tu vois, c'est... Ouais. Ah non, et c'est pour ça que la plus heureuse, je peux le dire, c'est moi. Comment il a réussi ça? Comment il a transformé cette image? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu vois, j'ai un peu la même histoire que toi. Alors moi, c'est pas l'image du père infidèle, c'est l'image du couple destructeur. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai construit un foyer dans un couple épanoui, très lumineux, très ensoleillé, une famille qui est heureuse d'être ensemble et tout. Et je me pose la question, ça vient de lui, mais ça vient pas que de lui, ça vient aussi de moi et d'une certaine résilience et d'une envie d'aller vers ça. Quand tu parles de résilience, c'est exactement ça. Moi, je ne veux absolument pas ressembler à mes parents et surtout pas à ma mère. Donc, j'ai un vrai problème avec ma mère que j'ai mis des années à résoudre. Maintenant, je la comprends. Au moment où je la comprends, malheureusement, elle tombe malade et c'est pas une maladie facile.
Je suis beaucoup plus proche de mon père, qui pourtant n'était pas un exemple de fidélité. Et je lui ai encore dit, pas plus tard qu'il y a une semaine, pourquoi t'as pas divorcé? Pourquoi? Tu t'es détruite. Regarde, tu es malheureux. En fait, t'es pas épanoui. Et justement, comme je ne veux pas être comme eux, j'ai aussi tout fait pour montrer à Guénolé aussi que je serais là tout le temps pour lui, que ma fille, même quand elle vivait avec nous, me critiquait. Elle me dit, mais maman, t'es complètement soumise à Guénolé. Regarde, le soir, il arrive les pieds sous la table. Je lui dis, mais Charlotte, il travaille 6 jours sur 7. Et quand il a repris cette pharmacie, il travaillait 7 jours sur 7, de 8h à minuit. C'était une vie de dingue. Donc, tout le monde croyait que j'étais célibataire. Hein. Et ben, notre couple a tenu. Ouais. Et bien tenu. Ça nous a renforcés. Il y a une autre période aussi dont tu parlais tout à l'heure. Donc, quand tu es tombée malade. Ouais, alors ça m'a étonnée, ça m'a bluffée. Pas de Guénolé. Tu m'as parlé du mois qu'il a passé à côté de toi. Voilà. En Finlande, dans une chambre. Alors, on a eu de la chance parce que c'était pas la France. La Finlande, c'est pas la France au niveau de l'hôpital. Hein. Vous imaginez, la chambre, c'est 30 mètres carrés, salle de bain pour vous tout seul, une infirmière qui vous est destinée. Non, c'est bon. Okay. Mais en tous les cas, même si ça avait été à Paris, Guénolé, quand il a reçu l'appel en me disant que j'étais entre la vie et la mort, il a dit à un de ses employés, je te laisse la pharmacie, je m'en vais. Valérie est malade. Il a sauté dans un taxi. Il a pris le premier avion et il est resté 1 mois. Il est arrivé sans rien. Il a dû acheter des fringues là-bas. Et toutes les infirmières sont tellement tombées amoureuses de lui. Elles essayaient de lui trouver des livres en français pour quand même qu'il puisse lire. Enfin, elles étaient au petit soin avec lui. Et ce qui m'a étonnée, c'est que 2 de mes amis m'ont dit, mais c'est fou, mon mec, mais les 2 m'ont dit, mon mec n'aurait jamais fait ça. Je dis, waouh. Moi, ça m'a étonnée. Ouais, moi, ça m'aurait étonnée qu'on me dise ça, ouais. Ouais, mais visiblement, il y a des types qui ne l'auraient pas fait. Après, il y a une chose aussi, et ça, on me l'a balancé dans les dents une fois. Enfin, c'est un peu de la jalousie, je pense, mais Guénolé a la chance d'être entrepreneur. Donc, tu veux dire qu'il a les moyens de faire ça? Non, c'est que quand tu es en CDI dans une boîte... La situation fait qu'il peut faire ça. Voilà. Mais je pense que même si tu es en CDI dans une boîte, tu t'arranges pour te mettre en arrêt maladie. Moi, je pense que dans des cas comme ça, c'est lui qui m'a remise sur pied aussi. Parce que quand j'étais pas transportable en France. C'était pas possible parce que j'avais fait une embolie pulmonaire en plus. Quand je dis que je suis comment dirais-je, volontaire, même là, dans la maladie, je l'ai été. Donc, tu pouvais pas prendre l'avion, en fait. Je pouvais pas prendre l'avion. Donc, quand j'ai pu prendre l'avion, c'était dans une chaise roulante. C'est lui qui poussait ma chaise roulante, tu vois. Il me sortait aussi, même en Finlande, dans une chaise roulante. Il me faisait faire ma balade, tu vois. Enfin, c'est quand je vomissais la chimio, c'est lui qui tenait le haricot, tu vois. Et là, je me disais, waouh, il m'aime vraiment. Et pour moi, ça a été ça. C'est pas un mariage ou une belle bague, ou pour moi, c'était ça, sa plus belle période d'amour, c'est quand je vomissais sur lui. Mais vraiment. Et que quand l'infirmière s'y prenait à 7 fois pour me mettre une aiguille, parce que j'avais plus de veine, je le voyais qu'il était en train de défaillir pour moi, et ouais, ça me donnait du courage. Et ce jour-là, je me suis dit, je savais que c'était l'homme de ma vie, mais là, je me suis dit, mais qui? Puis avec mes copines qui disent ça. Et quand je suis rentrée en France, j'ai été tout de suite admise à l'hôpital Saint-Louis. Quand je suis arrivée à Saint-Louis, je lui ai dit, écoute, Guénolé, tu me laisses là? Parce que je suis passée d'une chambre de 30 mètres carrés à un box, crado, où tu restes des heures et personne vient s'occuper de toi. Je lui ai dit, écoute, tu me laisses là, je crève. Donc, il a tout fait pour que je sois hospitalisée à domicile. J'ai refusé la présence d'une infirmière et c'est lui qui m'emmenait tous les matins faire mes examens dans un centre à côté. Il me portait, littéralement. Et c'est lui qui m'a remise sur pied. Et j'étais pas facile en plus, hein, parce que j'ai pas un caractère... je vais pas dire que je suis une sainte, hein, même si je lui fais à manger quasiment tout. Si j'ai pas envie de lui faire à manger, je lui fais pas à manger, je tiens à le dire. Hein. Remettons les pendules à l'heure. Voilà, quand même. Mais j'estime qu'il travaille beaucoup, que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si j'ai fait ce podcast, c'est grâce à lui. C'est lui qui a été le premier à lire mon livre. Avant d'envoyer les épreuves, j'envoyais les épreuves en plusieurs fois à mon éditrice, il lisait. Et il est pas tant non plus. Parfois, il me disait, c'est de la merde, recommence. Et quand il me dit ça, je suis vexée comme un pou. Mais je le refais. C'est que son avis compte beaucoup. C'est lui qui écoute, dès qu'un podcast est sorti, un épisode de Chiffon est sorti, il l'écoute. Sache que moi, je me réécoute pas. Donc, et là, il me dit, c'est bien. Ah ouais, j'ai bien aimé, intéressant. Ouais, là, t'étais pas très motivée. Peut mieux faire. Ouais, donc c'est vrai, on est vraiment complémentaires. C'est dingue. C'est hyper beau ce que tu dis.
Enfin, franchement, 20 ans d'amour. Et l'autre chose qui m'avait vachement touchée, quand mon cocker Fleur Simone est morte, j'étais à Madrid, donc elle est morte dans ses bras. J'ai pas eu le temps d'arriver. Je suis arrivée, je suis rentrée me coucher. Je me suis mise dans le noir. Pour moi, c'était la mort d'un animal. Bon, c'était mon chien. Voilà. Au bout de 3 jours, il me dit, il faut quand même que tu manges, il faut quand même que tu bois, il faut quand même... Et là, il me dit, écoute, j'ai une idée. Allez, viens, je vais t'acheter des chaussures. Comme quoi, il me connaît bien. Et mais moi, j'ai envie de le rencontrer, ce Guénolé, dis donc. Ça a l'air d'être quelqu'un d'exceptionnel. En fait, tu le rencontres, tu verras, il est tout timide. Il est super timide, en fait. Et il est très discret. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire le podcast. Parce que, ce que je comprends, il n'a pas envie que ses employés connaissent sa vie intime. Il est très dans la discrétion. D'ailleurs, vous le voyez peu sur Instagram. Je suis obligée de le montrer parce que il y a quand même des bitchasses sur Instagram. Mais ça, c'était il y a très longtemps. J'étais à Saint-Barth en vacances. On était à Saint-Barth en vacances. Et il y a une femme qui m'a écrit, qui m'a dit comment, quand on est journaliste freelance, comment on peut se payer des vacances de luxe comme ça. Et donc là, pour la première fois, j'ai montré Guénolé. J'ai dit, voilà, c'est grâce à lui. Je vis avec lui depuis, alors là, ça faisait peut-être 12 ans. Voilà. Donc, mais il ne veut pas apparaître. Et puis, de fil en aiguille, de temps en temps, on l'aperçoit. Mais à chaque fois, il a envie de me tuer. Et là, pour son anniversaire, j'ai posté un joli texte. Oui, j'ai vu ça. Ouais, mais moi, je ne lui ai pas dit. Mais sauf que ses employés me suivent. On lui a dit, elle est super la photo. Et lui, quelle photo? Voilà. Mais il y a autre chose. Maintenant, là, j'y réfléchis. J'ai oublié de parler d'une chose. Ouais. C'est que je suis un être profondément libre. Depuis ma leucémie aussi, ça a décuplé. C'est-à-dire que je n'en fais qu'à ma tête. Sans être pourtant égoïste, je tiens à le préciser. Mais si je décide de partir à Milan la semaine prochaine parce que j'ai besoin d'aller à Milan, il me laissera faire. Et l'autre chose, Guénolé était quelqu'un d'extrêmement timide. Et dans sa façon de s'habiller, il est toujours habillé en marine, jean, très cool, très discret. Par contre, moi, j'adore mettre des plumes, des paillettes, des nœuds dans les cheveux. Il adore. Et quoi que je fasse, quoi que je mette, il m'encouragera toujours. Et ça, vraiment, je voudrais lui dire merci. Il n'aura jamais honte de moi, en fait. Est-ce que tu veux, Valérie, pour terminer, me dire les hashtags que tu avais trouvés pour lui? Alors, sensible, gentil sensible, humain, jamais sans mon livre. Il a tout le temps un livre. Même, tu vois, la dernière fois qu'on est allé au concert de Dépêche Mode, ça fait bien faire rire les gens sur Instagram. Il y a tous les gens qui attendaient. Lui, il était assis en train de lire un livre avec un bruit énorme autour de lui. Monsieur s'intéresse à tout. Je suis monsieur qui s'intéresse à tout, justement, qui va s'intéresser. C'est marrant parce qu'il connaît tous les gens. Si je lui parle de personnes que je fréquente au quotidien dans la mode, il sait qui c'est. Il sait qui est le DA de Chanel, il sait qui est le DA. C'est ça qui est. Il connaît Hedi Slimane. Enfin, il sait qui est Hedi Slimane. Il sait si je lui dis telle influenceuse m'a fait tel coup de crasse, il me dit ah oui mais c'est elle la connasse. Voilà, il le sait. Et c'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement généreux. Super. Est-ce que juste pour conclure, tu as un message, tu as envie de lui dire quelque chose à Guénolé? Est-ce que peut-être il va écouter cet épisode? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qui me fait chier avec ses chaussettes. C'est-à-dire? Voilà. Il faut toujours que ses chaussettes soient, comment dirais-je, assorties. Il m'énerve avec ses chaussettes. Comment ça? C'est normal que les chaussettes, elles soient assorties? Non, mais quand c'est compliqué. C'est une histoire. Non, mais c'était une anecdote perso, en fait. Il n'y a que lui qui peut comprendre. Lui dire qu'il faudrait bien qu'on se marie un jour, quand même. Ça, c'est un bon mot de la fin, je trouve. Voilà. Merci, Valérie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way.